Le métabolisme des glucides est l'ensemble des processus biochimiques responsables de la formation, la dégradation et de l'interconversion des glucides chez les organismes vivants. Le glucide le plus important reste le glucose, un simple sucre qui est métabolisé par presque tous les organismes connus. Ces glucides constituent une réserve d'énergie privilégiée pour les organismes, car ils sont beaucoup plus simples à métaboliser par rapport aux lipides ou bien par rapport aux protéines. D'ailleurs, les neurones, les cellules nerveuses, sont des cellules glucodépendantes, des cellules qui sont obligatoirement besoin de glucose pour survenir à son métabolisme. L'énergie obtenue à partir du métabolisme des glucides est généralement stockée sous forme d'adénosine triphosphate, de l'ATP. Donc, en total, on va dire que le métabolisme des glucides a pour objectif de former l'énergie sous forme des molécules d'ATP nécessaires pour le bon fonctionnement de notre organisme. On rappelle que la principale source du glucose reste l'alimentation, qui augmente par conséquent la glycémie en postprandial, responsable de la sécrétion de l'insuline, une hormone hypoglycémiante pancréatique qui tente à faire baisser la glycémie élevée et assurer l'homéostasie glycémique, c'est-à-dire une glycémie aux alentours de 1 g par litre. Et même, on rappelle qu'après la dégradation des glucides en monosaccharides absorbables et après son passage à travers la paroi digestive, le glucose se trouve dans le sang et circule sous 3 formes. Soit il va être libre, soit il va être lié à l'hémoglobine des globules rouges, soit enfin il va être lié aux protéines, dont la principale est l'albumine. Ce métabolisme glucidique, surtout celui du glucose, de la glycémie, qui fait d'ailleurs le sujet de cette présentation, peut être altéré par défaut de fonctionnement congénital ou acquis. Toute altération ou trouble de la chaîne métabolique de ces éléments entrave l'activité cellulaire normale et entraîne un déséquilibre fonctionnel, se manifestant par une pathologie métabolique. Le diagnostic de ces pathologies est avant tout biologique et biochimique, et on parle alors de l'exploration biochimique de métabolisme des glucides, réalisée essentiellement par la demande de ce qu'on appelle le bilan glucidique. Mais avant de voir le bilan glucidique, pourquoi on s'intéresse à savoir l'exploration biochimique du métabolisme glycémique? L'étude de l'homéostasie glucidique est capitale, tant pour la physiopathologie de certaines pathologies que pour le soin. Les faibles variations de la glycémie observées au cours du nictémaire chez le sujet sain résultent de l'adéquation harmonieuse entre la sensibilité à l'insuline, c'est-à-dire l'action de l'insuline, et entre l'insulinosécrétion, la sécrétion de l'insuline par les cellules bêta, c'est-à-dire l'intégrité de l'activité pancréatique. Donc, c'est ça qui va garder, c'est l'équilibre entre l'insulinosécrétion et entre la sensibilité à l'insuline qui va amener la glycémie à être toujours constante aux alentours de 1 g par litre. Toute situation altérant la sensibilité à l'insuline va entraîner une augmentation immédiate de l'insulinosécrétion en revanche, afin de conserver la glycémie dans une zone de valeur physiologique. La pathologie du métabolisme glycémique s'installe lorsque cette adaptation est altérée, c'est-à-dire une altération de l'équilibre entre l'action de l'insuline et la sensibilité des organes à l'insuline et entre l'insulinosécrétion, l'activité pancréatique, c'est-à-dire c'est une altération du couple glucose-insuline. L'exploration de la sensibilité à l'insuline et même de l'insulinosécrétion in vivo chez l'homme a considérablement progressé, permettant la validation d'un certain nombre de tests métaboliques. Juste avant de choisir un tel test, il est important de bien préciser les objectifs de l'étude. Donc, on souhaite explorer très spécifiquement
et d'une façon complexe des fois, allant jusqu'à vraiment l'exploration dynamique, l'aspect de l'homéostasie glycémique. Chose qui sera vraiment nécessaire pour déceler toute pathologie, y compris le diabète. Donc, c'est très important d'explorer l'altération du couple glucose sanguin et même l'équilibre entre l'insulinosécrétion et l'action de l'insuline pour bien savoir poser les diagnostics positifs de certaines pathologies. Et donc, ça reste la base de l'exploration de métabolisme du glucide, c'est bien l'exploration du couple glucose-insuline. Donc, c'est très important de bien connaître les techniques d'exploration de métabolisme glycémique, les protocoles utilisés, leur rationnel et même leurs limites, pour bien savoir poser le diagnostic positif de certaines pathologies comme le diabète par exemple. Les paramètres biochimiques utilisés dans l'exploration biochimique du glucose, même du glycémie, formant ce qu'on appelle le bilan glucidique sont la glycémie à jeun, l'hyperglycémie provoquée par voie orale, l'hyperglycémie provoquée par voie intraveineuse, l'hémoglobine glyquée, la fructosamine, la glycosurée, la cétonurée, le dosage de l'insuline, même le dosage de la peptide C, et enfin, selon l'étiologie, on peut tenter même à demander des marqueurs génétiques, le dosage des anticorps dans le cadre des maladies auto-immunes, des anticorps anti-insuline et tout. Tout dépend de l'étiologie. Le premier examen réalisé, le plus fréquent d'ailleurs, dans le bilan glucidique, c'est la glycémie à jeun. C'est quoi la glycémie à jeun? C'est-à-dire que la glycémie va être appréciée sur un prélèvement du sang total veineux. Et on parle de la phase pré-analytique. Le prélèvement du sang total veineux se fait après 8 à 10 heures de jeûne strict avec une analyse le plus rapidement possible. Et il est souhaitable que ce prélèvement sanguin soit réalisé sur un tube qui contient bien sûr un anticoagulant avec un antiglycolytique, comme de l'iodoacétate par exemple, pour éviter que les globules rouges consomment le glucose, ce qui risque de donner une fausse hypoglycémie et donc fausser les résultats par conséquence. On peut faire la glycémie à jeun sur un prélèvement du sang, mais du sang capillaire, c'est-à-dire qui est réalisé au bout du doigt. Mais il faut savoir que la glycémie capillaire, elle sera plus grande par rapport à la glycémie veineuse dans sa valeur. Et seule la glycémie veineuse réalisée dans le laboratoire qui permet de poser le diagnostic de diabète. La glycémie capillaire, elle est surtout utilisée dans l'autosurveillance du diabète afin d'évaluer l'équilibre glycémique. Mais c'est juste la glycémie à jeun réalisée sur un prélèvement du sang total veineux qui sera le critère de diagnostic de diabète. Donc ça, c'était pour la phase pré-analytique, c'est-à-dire la préparation du prélèvement. Après ça, on doit passer à la phase analytique, de faire doser le glucose. Alors, pour ce méthode de dosage, comment on arrive à savoir la dose exacte du glucose trouvé dans le sang? Il y en a en fait deux méthodes enzymatiques, basées sur l'utilisation bien sûr des réactifs, qui sont les plus utilisées dans les laboratoires pendant la phase analytique. Il y en a une méthode qui est colorimétrique, appelée méthode à glucose oxydase pyroxydase. C'est un réactif, c'est le réactif utilisé. Et il y en a une autre qui va utiliser comme réactif de l'hexokinase. C'est le réactif du choix par rapport à la première méthode. Mais bien sûr, selon la disponibilité des réactifs au laboratoire. Tout dépend, est-ce qu'il y en a de hexokinase, ça reste le réactif de choix, ou bien du glucose oxydase. Donc au total, il y en a deux, c'est ça. La deuxième technique, c'est une technique purement enzymatique. Tout dépend des réactions qui vont se dérouler avec le hexokinase. On va former
dans ces réactions du NADPHH+, ce n'est pas une coloration, c'est un coenzyme. Et on va suivre sa production dans cette réaction, la quantité de sa production, qui sera fortement corrélée à la dose du glucose trouvée dans le prélèvement sanguin. Donc, tout dépend de la quantité du glucose en dedans qui va être responsable de la quantité de formation du coenzyme NADPHH+. Donc, dans cette réaction, on va doser le NADPHH+, qui va refléter sur la quantité du glucose trouvé dans le sang. Et là, la production du coenzyme NADPHH+, elle se fait d'une façon graduelle. On va la suivre dans le temps, à 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, tout dépend. Plus il y en a la sécrétion du NADPHH+, plus il y en a une surveillance, jusqu'à l'arrivée à l'arrêt total de la production. C'est bon, c'est terminé. Donc, il n'y en a plus du glucose dans le sang. C'est bon. Et donc, le but, c'est ça. C'est qu'on va attendre jusqu'à l'arrêt de modification de la dose optique de NADPHH+, qui sera fortement reliée à la dose du glucose dans le sang. Donc, c'est ça le principe avec l'utilisation du réactif, le hexokinase. Donc, avec cette réaction, il y aura une formation d'un coenzyme NADPHH+, et après ça, on va suivre graduellement la formation de cette coenzyme. Et on va attendre jusqu'à l'arrêt de modification de formation du coenzyme et on va préciser la densité optique de coenzyme NADPHH+. Donc, tout dépend de la densité optique du NADPHH+, qui va être corrélée à la quantité du glucose trouvé dans le sang. Ça, c'est l'idéal. C'est l'utilisation de l'hexokinase. C'est une méthode purement enzymatique. Par contre, l'utilisation du glucose oxydase, c'est une méthode colorimétrique. C'est-à-dire, le principe, c'est quoi? Avec la réaction du glucose oxydase, il y en a la présence de chromogènes qui sont incolores. Ces chromogènes, avec la réaction biochimique qui va se dérouler avec le glucose, va être responsable de sa coloration. Donc, il y en a la présence du chromogène oxydé qui est coloré par la présence du glucose. Et bien sûr, son intensité de coloration sera proportionnelle par rapport à la quantité du glucose trouvé dans le sang. Donc, c'est ça. Notre réactif, il est incolore en présence du glucose. Après la réaction biochimique, il va être coloré. Et l'intensité de sa coloration va être proportionnelle par rapport à la quantité du glucose trouvée dans l'échantillon sanguin. Cette modification de la couleur, elle est rose. Elle peut être rose foncé. Elle peut être du rose très 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 foncé. Donc, tout dépend de la quantité du glucose dans l'échantillon sanguin. Mais la base, c'est de faire suivre l'intensité de la couleur, qui est proportionnelle par rapport à la quantité du glucose. On parle d'une glycémie normale pour une valeur comprise entre 0,7 et 1,1 g par litre. Pour un patient entre 10 et 60 ans. Ça, c'est la valeur normale. Ça ne doit pas être inférieur à 0,7 et ça ne doit pas dépasser les 1,1 g par litre. Pour un patient de l'âge de 10 à 60 ans. Plus de 60 ans, on tolère une glycémie élevée de 10% après l'âge de 60 ans. Chez la femme enceinte, la valeur de la glycémie à jeun ne doit pas dépasser 0,92 g par litre. Sinon, c'est du diabète gestationnel. Elle ne doit pas dépasser 0,92 g par litre. On parle d'une hypoglycémie
pour une valeur inférieure à 0,5 g par litre chez l'adulte sain et 0,7 g par litre chez le diabétique et 0,4 g par litre chez l'enfant. Donc, c'est ça. 0,4 g par litre chez l'enfant, 0,5 g par litre chez l'adulte sain, 0,7 g par litre chez le diabétique. L'hyperglycémie provoquée par voie orale, ou bien encore appelée le test de tolérance au glucose. Il s'agit d'une épreuve d'exploration dynamique cette fois-ci. Elle est réalisée au lutu malade dans un milieu hospitalier et elle consiste à apprécier la tolérance glucidique en suivant les variations de la glycémie après la prise orale d'une charge glucidique de 75 g de glucose déçue dans un verre de 250-300 ml d'eau, à consommer en 5 minutes par le patient. Après ça, on va mesurer la glycémie d'une façon dynamique, à T0, à T60 minutes et à T120 minutes. En fait, pour bien éclairer l'épreuve, la T0, c'est-à-dire la glycémie mesurée à jeûne, ça se fait avant la prise orale. Et après avoir ingéré la dose orale du glucose, on va réaliser la mesure dynamique à T60 minutes, c'est-à-dire après 1 heure, et à T120 minutes, après 2 heures. Et ça se fait grâce à plusieurs prélèvements sanguins réalisés, toujours sur un tube anticoagulant et un antiglucolytique, toujours, pour freiner la glycolyse réalisée par les enzymes des globules rouges, ce qui risque en fait de fausser les résultats. Et puisqu'il s'agit d'une épreuve dynamique, c'est-à-dire que ça nécessite le temps pour la réaliser et en même temps réalisée en milieu hospitalier, ça nécessite un certain conditionnement pour le malade. De 1, le malade doit suivre un régime qui est normoglucidique, sans tabac, sans alcool, avant 3 jours de la réalisation de l'épreuve. Bien sûr, sans aucune activité physique intensive et en absence de traitement pouvant faire augmenter le taux de sucre dans le sang, comme les corticoïdes, les oestrogènes et tout, ou bien les médicaments le contraire, qui vont faire baisser la glycémie, comme de l'aspirine par exemple. Le test il est réalisé après 12 heures de jeûne strict, c'est très important, ça se fait le matin, en respectant un repos strict pendant l'épreuve. Le patient doit amener l'ordonnance de prescription avec sa carte d'identité, c'est très important, et il reste au repos pendant le test et seule la prise hydrique qui sera autorisée. Bien sûr, avec la mise en place d'un cathéter au pli du coude pendant l'épreuve pour effectuer plusieurs prélèvements à T0, à T60, à T120 minutes. C'est une épreuve dynamique. Donc, c'est ça au total concernant le conditionnement. Un régime normoglucidique, ni de tabac, ni de l'alcool, ni de l'activité physique intensive 3 jours avant le test. Éviction de tout médicament qui peut influencer sur la glycémie. Le jeûne de 12 heures qui est strict, c'est très important. Et en même temps, ça doit être réalisé en milieu hospitalier. Le principe derrière la réalisation de l'hyperglycémie provoquée par voie orale, c'est que cette exploration dynamique permet de voir comment notre organisme réagit après avoir ingéré de sucre. Toujours, on est en train de tester le couple glucose-insuline parce qu'on rappelle toujours, à l'état normal, après l'alimentation, il y en a une augmentation du taux de la glycémie en postprandial, ce qui va faire stimuler la sécrétion de l'hormone hypoglycémiante, l'insuline, qui tente à ramener la glycémie à sa valeur initiale normale, 1 g par litre. Donc, c'est ça le principe. C'est que une fois je donne le glucose, je vais déclencher ce système hypoglycémiant à l'insuline pour pouvoir lutter contre la haute glycémie qui rendre la valeur à la normale. Sinon, il y en a une défaillance dans ce système régulateur. C'est le cas, par exemple, du diabète. Donc, c'est ça le principe derrière l'hyperglycémie provoquée par voie orale. Je vais stimuler le système, le couple glucose-insuline, et je vais voir comment l'organisme va réagir. Sinon, il y en a une défaillance quelque part. Les valeurs usuelles
Il faut savoir qu'à l'état physiologique, avec un organisme qui arrive à bien fonctionner, la glycémie s'autorégule, bien sûr, grâce à la production de l'insuline. C'est très important. La valeur ne doit pas dépasser les 1,80 g par litre après 1 heure et les 1,44 g par litre après les 2 heures. Très important. Au bout de 2 heures, l'organisme doit arriver à bien gérer la situation en ramenant la glycémie à sa valeur initiale. C'est ça le principe. Bien sûr, comme toute épreuve, l'hyperglycémie provoquée par voie orale peut donner des effets secondaires. En premier, bien sûr, c'est les nausées et les vomissements. On est en train de faire une prise orale du glucose. Ça peut risquer de donner des nausées et des vomissements, c'est clair. De deux, il faut savoir que c'est une épreuve qui est difficilement interprétable en cas d'un problème gastro-intestinal, comme la malabsorption. On risque de mal absorber le glucose et donc de mal stimuler le couple glucose-insuline. C'est très important. Et la courbe là, elle sera plate après l'hyperglycémie provoquée par voie orale parce que ça ne passe pas dans le sang. Le glucose ne passe pas dans le sang et donc il n'y aura pas de changement dynamique. Ça, c'est de deux. Le troisième point, c'est le coût. Parce que quand même, d'après la réalisation, ça nécessite quelques conditionnements, ça nécessite d'être réalisé en milieu hospitalier et tout. Donc, c'est un petit peu un coût élevé par rapport aux autres examens qui sont statiques. Et enfin, il y aura une certaine incertitude dans l'interprétation en cas de grossesse. Chez la femme enceinte, dans la situation de diabète gestationnel, l'exploration sera un petit peu différente par rapport à l'état normal. Cette hyperglycémie provoquée par voie orale, elle sera indiquée dans les situations suivantes. Un patient qui présente une glycémie à jeûne anormale. Ça, c'est de 1. De 2, soit un patient qui présente certes une glycémie à jeûne normale, mais c'est un patient qui présente des facteurs de risque diabétique. Ça, on parle de syndrome métabolique. C'est un ensemble des pathologies dont le patient risque de développer le diabète. Donc, si je trouve ces facteurs de risque chez mon patient et ça risque de développer le diabète, même s'il présente une glycémie à jeûne normale, je dois faire explorer d'une façon plus performante par l'examen dynamique, par l'hyperglycémie provoquée par voie orale. Ou bien toujours un patient qui présente une glycémie à jeûne normale, mais qui présente des complications diabétiques, comme par exemple le pied diabétique. Là, je dois réaliser une hyperglycémie provoquée par voie orale. Une maman qui a présenté des situations de mort in utero, ou bien qui a accouché un bébé de gros poids, sans aucun antécédent obstétrical. Donc, c'est une femme qui doit être explorée par l'hyperglycémie provoquée par voie orale. Sinon, un patient toujours qui présente une glycémie à jeûne normale, mais qui présente une glycosurie inexpliquée, la présence du glucose dans les urines. À l'état physiologique, normalement, il n'y a pas d'élimination du glucose dans les urines. Je trouve chez mon patient une glycosurie inexpliquée, ça nécessite d'être exploré par l'hyperglycémie provoquée par voie orale. Et enfin, on peut réaliser l'hyperglycémie provoquée par voie orale chez un patient pour poser en fait le diagnostic d'une acromégalie. Mais le principal, c'est-à-dire la principale indication consiste à faire le diagnostic du diabète, surtout le diabète de type 2, plus précisément. Et de poser le diagnostic le plus tôt possible pour prévenir les complications diabétiques. C'est ça la principale indication de l'hyperglycémie provoquée par voie orale. Pour l'hyperglycémie provoquée par voie intraveineuse, il s'agit toujours d'une exploration dynamique du métabolisme glucidique, avec le même principe de l'hyperglycémie provoquée par voie orale. C'est une épreuve consistant à doser de manière successive la glycémie, donc c'est dynamique,
de manière successive après avoir fait une injection cette fois-ci. Une injection à l'intérieur d'une veine d'une solution sucrée, du glucosé, à un patient. Donc, le même principe avec l'hyperglycémie provoquée par voie orale, juste il y aura la suppression de la traversée digestive du glucose. Même il y aura la suppression de la stimulation de la sécrétion d'insuline par les cellules pariétales digestives. Donc, c'est une épreuve fortement recommandée, surtout chez les patients qui présentent une malabsorption digestive. Et les dosages échelonnés de la glycémie sont effectués régulièrement après l'injection intraveineuse du glucosé. Pour l'hémoglobine glyquée, l'HbA1c, c'est beaucoup plus un dosage de surveillance biologique qu'un dosage de diagnostic. On a parlé que parmi les possibilités de circulation sanguine du glucose est d'être lié à l'hémoglobine des globules rouges. Et on parle alors de l'hémoglobine glyquée. Donc c'est hémoglobine plus glucose, hémoglobine glyquée. L'HbA1c, c'est une fraction de l'hémoglobine totale qui va se lier avec le glucose par une réaction spontanée, une réaction non enzymatique. Ça va se réaliser d'une façon spontanée, sans aucune nécessité d'une réaction enzymatique. Et on parle d'une formation de glycosylation de l'hémoglobine. C'est-à-dire que c'est la liaison de glucose avec l'hémoglobine. C'est une réaction non enzymatique, spontanée. Et la liaison, elle est irréversible. Et persiste tout au long de la durée de vie des globules rouges, c'est-à-dire à peu près 120 jours. Et donc, ça sera un marqueur rétrospectif qui reflète l'équilibre glycémique des 3 mois. Donc, chaque 3 mois, on va réaliser chez le diabétique, pour surveiller biologiquement son diabète, de l'hémoglobine glyquée. Donc, chaque 3 mois, ça fait 4 fois par an. Pour optimiser l'équilibre glycémique et faire réduire les complications diabétiques. Chose vraiment qu'on n'arrive pas à la faire avec la glycémie veineuse périodique avant la consultation ou même avec les glycémies capillaires de l'autosurveillance. Ce sont des examens qui ne suffisent pas à évaluer l'équilibre antérieur réel du patient. Pour la réalisation du prélèvement, le jeûne vraiment n'est pas nécessaire pour le prélèvement de l'hémoglobine glyquée. C'est un prélèvement qui se réalise sur un tube à l'héparine ou bien de l'EDTA, un tube EDTA, et les résultats vont être exprimés en pourcentage. Puisque c'est le glucose qui va se lier à l'hémoglobine, donc il y aura une corrélation entre le taux de la glycémie moyenne et l'HbA1c. Plus la glycémie moyenne des 3 mois était élevée, plus la valeur de l'HbA1c est élevée, suite à l'augmentation de la fixation du glucose sur les globules rouges. Donc les valeurs normales s'expriment en pourcentage et ne doivent pas dépasser les 6%. Bien sûr, chez un patient non diabétique, chez un patient sain, ça doit pas dépasser les 6%. Pour chaque élévation de 1% de l'HbA1c, ça représente une élévation moyenne de la glycémie de 0,3 g par litre. Donc, c'est énorme, 0,3 g par litre pour chaque 1% d'élévation de l'HbA1c. Donc, on remarque que ça donne une idée concernant l'équilibre glycémique des patients dans les 3 derniers mois. Donc, un patient qui présente un HbA1c de 6%, donc la glycémie moyenne est une glycémie de 1,2 g par litre pendant les 3 derniers mois. 7%, donc c'est plus 0,3, donc c'est 1,5 g par litre, la glycémie moyenne. HbA1c de 8%, donc c'est plus 0,3 toujours, donc c'est 1,8 g par litre. Un HbA1c de 9%, c'est plus toujours 0,3 g par litre, donc ça fait 2,1 g par litre. Donc plus de 10%, donc c'est 2,4 g par litre. Donc plus la glycémie moyenne des 3 derniers mois augmente, plus l'HbA1c en pourcentage augmente. Donc ça, c'est vraiment un élément de surveillance biologique, surtout chez les patients diabétiques. Donc ça donne une idée concernant l'équilibre glycémique des 3 derniers mois. C'est un marqueur rétrospectif
qui reflète l'équilibre glycémique. Juste, on doit prendre en considération qu'il y en a des situations particulières pour lesquelles l'interprétation des résultats sera difficile. Ce sont toutes les situations qui vont modifier la durée de vie des globules rouges ou bien la quantité des globules rouges dans le sang. Et donc, ils vont modifier forcément la glycosylation de l'hémoglobine et donc, ça va modifier le taux de HbA1c. Ça va être soit faussement élevé, soit faussement diminué. Par exemple, pour la quantité des globules rouges, donc toute situation de l'anémie, diminution de globules rouges de l'hémoglobine, ça va fausser les résultats. Ça va donner un taux d'HbA1c qui est faussement diminué. Et la situation inverse, c'est-à-dire en cas de polyglobulé, augmentation de taux des globules rouges, donc il y en a plus de fixation du glucose, plus de réaction de glycosylation, et donc par conséquence, ça va donner un taux d'HbA1c qui est faussement élevé. L'insuffisance rénale. L'insuffisance rénale, c'est-à-dire c'est le manque de l'opio qui va stimuler l'érythropoïèse. Et donc, ça va donner une diminution du taux du globule rouge et donc ça va donner un taux faussement diminué de l'hémoglobine. Par exemple, la transfusion sanguine, l'asplénie, c'est-à-dire l'ablation de la rate. C'est le lieu d'ailleurs de destruction des globules rouges. Donc, ça va influencer sur la durée de vie des globules rouges, ça va influencer sur le taux de l'hémoglobine. Les femmes enceintes, on ne peut pas réaliser de l'HbA1c chez les femmes enceintes. Pourquoi? Parce que chez la femme enceinte, surtout qui présente le risque de développer le diabète gestationnel, donc la surveillance doit être plus ou moins étroite et plus ou moins rapprochée. L'HbA1c se réalise chaque les 2 à 3 mois le maximum. Donc, c'est long par rapport à la surveillance. La surveillance doit être plus rapprochée. Donc, ça ne va pas être l'examen idéal pour donner une bonne surveillance, une bonne étude rétrospective concernant l'équilibre glycémique chez les femmes enceintes. Les situations de l'hémolyse, la destruction des globules rouges, ça va donner un taux qui est faussement diminué de l'HbA1c. Toute immunoglobulinopathie, c'est-à-dire les pathologies qui vont toucher de l'hémoglobine, ça va influencer sur la glycosylation et donc ça va influencer sur le taux de l'hémoglobine. Donc au total, les résultats de l'HbA1c perdent son efficacité devant toutes les situations d'anomalie de l'hémoglobine ou bien d'anomalie des globules rouges. Alors, quoi faire dans ces différentes situations qui présentent des contre-indications ou bien des résultats qui vont être faussés par rapport à l'interprétation de l'hémoglobine glyque? On a parlé que parmi les alternatives de circulation du glucose dans le sang, il y en a une troisième possibilité, c'est que le glucose circulant peut être lié aux protéines, surtout de l'albumine. Cette liaison entre le glucose et les protéines va former une cétoamine, ce qu'on appelle la fructosamine. Il s'agit toujours le même principe d'une glycosylation, une réaction spontanée non enzymatique, mais cette fois-ci, ce n'est pas de l'hémoglobine avec le glucose, mais c'est une glycosylation du glucose avec les protéines circulantes dans le sang, en particulier de l'albumine. Il s'agit d'une alternative pour l'hémoglobine glyquée et ça peut le remplacer par la formation de cet ensemble protéique en constituant un marqueur toujours rétrospectif mais à court terme parce qu'il est essentiellement lié à la vie de l'albumine, soit 10 à 15 jours. Donc, la fructosamine reflète les glycémies des 3 semaines à peu près. La moyenne, c'est 2 semaines, précédant le prélèvement sanguin. La valeur normale, elle est de 200 à 280 micromoles par litre. Toutefois, le dosage de la fructosamine ne peut être pris en considération que si le taux de protéines plasmatiques et de l'albumine sont normaux. Donc, toute anomalie de protéines peut fausser les résultats. Alors, les indications de la demande de la fructosamine, c'est toute situation de contre-indication à l'hémoglobine glyque, surtout les anémies et les immunoglobulonopathies. Sinon, on peut
tenter à demander la fructosamine pour le suivi rapproché pour un changement thérapeutique chez un patient diabétique. Et la principale indication reste la grossesse. Parce que quand même, c'est un marqueur rétrospectif à court terme. Ça se fait chaque les 2 semaines. Donc, c'est plus rapproché par rapport aux 3 semaines de l'hémoglobine glyquée. Donc, ça va donner un marqueur idéal pour le suivi de la femme enceinte. Pour la glycosurée, il faut savoir qu'à l'état physiologique, tout le glucose est réabsorbé pendant la filtration rénale. Et donc, il n'y aura pas d'élimination rénale du glucose à l'état physiologique. Dès que la glycémie dépasse la barre de 1,80 g par litre, le glucose passe dans les urines. C'est-à-dire que le seuil 1,80 g par litre, c'est le seuil rénal de réabsorption du glucose permettant la libération du glucose dans les urines et donc l'apparition de la glucosurée. Glycosurée, c'est la présence du glucose dans les urines. Dès que la glycémie dépasse 1,80 g par litre, c'est bon, ça va dépasser le seuil rénal de réabsorption et donc il y aura l'apparition de cette glycosurée. Alors, la détection de la glycosurée se fait par la recherche du glucose dans les urines à l'aide d'une bandelette réactive qu'on va l'introduire dans un récipient qui contient des urines fraîches. C'est très important. Ça doit être des urines fraîches, surtout de préférence matinale. Et on fait une lecture par rapport à la référence trouvée sur la boîte des bandelettes réactives par le changement de couleur en fonction de l'intensité des résultats. C'est-à-dire, donc, c'est ça à quoi se rassemble un petit peu une boîte des bandelettes réactives. En extérieur, il y en a toujours des paramètres à étudier, à comparer. Il y en a de l'Abstix avec 5 paramètres. Il y en a le Multistix, plus de paramètres. Ça existe les globules rouges, la recherche des globules rouges dans les urines, du pH urinaire, des corps cétoniques, du glucose et tout. Alors, on va prendre une bandelette réactive, on va la faire introduire dans un récipient qui contient les urines fraîches et on va attendre quelques secondes pour le changement de couleur, pour savoir, pour donner une chance aux réactions enzymatiques des réactifs qui se trouvent à l'intérieur du bandelette avec les urines du patient. Et on va remarquer et on va voir la couleur qui va apparaître et on va la faire comparer avec la référence pour savoir. C'est-à-dire, pour bien brosser la situation, la bandelette urinaire, une fine bande de papier avec la présence des réactifs chimiques fixés qui vont changer de couleur en contact des urines, tout dépend de la composition urinaire. Et la lecture de cette bandelette urinaire va être interprétée facilement grâce au changement de couleur. C'est une échelle colorimétrique, donc c'est ça. Ça va permettre d'avoir une idée concernant la concentration, la présence ou l'absence de certains éléments dans les urines. Et la lecture, bien sûr, se fait à l'œil nu. Donc, par exemple, je cherche de la glucosurée. Donc, je dois suivre la ligne du glucose dans la bandelette urinaire. Et je vais voir, je vais introduire la bandelette dans les urines, je vais attendre un petit moment pour donner une chose aux réactions chimiques et je vais voir le changement de couleur toujours en comparant par rapport à la référence. S'il n'y en a pas un changement de couleur, donc ça témoigne qu'il n'y a pas de glycosurée. C'est négatif. Sinon, ça va se changer et donc il y en a du glucose en dedans. Tout dépend de l'intensité de la couleur, tout dépend de l'intensité de la glucosurée dans les urines. Soit c'est vraiment clair, donc c'est croix, soit c'est un petit peu plus sombre, 2 croix, 3 croix et ainsi de suite. Tout dépend de la concentration du glucose dans les urines. Soit il n'y en a pas de changement de couleur, c'est négatif, soit il y aura un changement et donc c'est 1 croix, 2 croix, 3 croix, tout dépend de l'intensité de la couleur qui est témoin par conséquence de l'intensité de la concentration du glucose dans les urines.
pour le test avec les bandelettes urinaires, c'est un examen réalisé au lit du malade. C'est un examen non invasif et pas forcément réalisé au laboratoire. Donc, ce qui le rend un examen qui est peu coûteux. Et ces bandelettes contiennent les mêmes réactifs utilisés dans le prélèvement sanguin. Donc, au total, c'est un examen qui est rapide, qui est simple, non invasif et en même temps, il est peu coûteux. Mais par contre, c'est un examen qui est un peu moins fiable. C'est un examen avec un dosage qui est semi-quantitatif. Tout dépend le changement de couleur, donc ça ne va pas vraiment doser d'une façon vraiment quantitative la quantité du glucose dans les yeux. En plus de ça, puisqu'il faut avoir dans le sang au moins 1,80 g par litre du glucose pour que la bandelette soit positive, donc pour les diabétiques, il ne s'agit pas vraiment d'un élément de diagnostic, même pas un élément de surveillance. C'est un examen de dépistage de la masse de diabète. Donc, en attendant 1,80 le seuil rénal pour qu'il y aura une apparition de la glucosurée. Donc, c'est beaucoup plus pour dépister la masse du diabète et non pas le diagnostic et non même pas la surveillance. On notera que quelques médicaments peuvent influencer sur les résultats comme du L-Dopa, comme les vitamines C et tout. Et la lecture normale, que physiologiquement, la glycosurée ne doit pas être décelée, donc il n'y aura aucun changement de couleur sur notre bandelette réactive. Le même principe avec la cétonurée, c'est la recherche des corps cétoniques dans les urines qui se fait sur les bandelettes urinaires réactives. Le même principe de lecture avec la glycosurée. Toujours, tout dépend du changement de couleur après la réaction chimique qui se déroule entre les réactifs dans les bandelettes et les corps cétoniques et leur quantité dans les urines du patient. On va remarquer et on va suivre la ligne des corps cétoniques et on va faire la lecture sur la bandelette urinaire à l'œil. Donc, le même principe. Soit aucun changement de couleur, donc c'est négatif, croix, 2 croix, 3 croix et ainsi de suite. La cétonurée, la recherche des corps cétoniques par les bandelettes réactives, elle est utile dans la surveillance du diabète type 1 surtout. Soit c'est le diabète de type 1, soit un déséquilibre chez le diabète de type 2. Sinon, on peut l'utiliser chez les femmes enceintes, surtout en période d'instabilité glycémique, ou bien la présence des troubles digestifs qui peuvent témoigner de la présence d'une complication du diabète gestationnel. C'est un examen toujours rapide, il est simple, il est facile à réaliser. Une glycosurée importante associée à une cétonurée importante annonce une évolution vers une complication dangereuse chez les patients diabétiques appelée l'acidocétose diabétique. Si la présence de la cétonurée n'est pas associée à une glycosurée, on parle alors d'une cétose de jeûne. Enfin, on peut tenter à doser de l'insuline. Le dosage de l'insuline s'effectue par prise de sang dans un laboratoire d'analyse médicale. Il est indispensable d'être à jeûne pour la prise du sang pour connaître le dosage basal, la sécrétion de base de l'insuline par le pancréas. Cependant, cette analyse est souvent insuffisante, comme la sécrétion d'insuline est très variable chez une même personne au cours de la journée. Donc, un dosage isolé est difficilement interprétable. On va faire quoi? On va passer à l'étude dynamique, le dosage de l'insuline effectué après un test dynamique, comme le même principe avec l'hyperglycémie provoquée par voie orale. On va faire boire au patient une solution très sucrée pour voir comment son organisme réagit, comment son pancréas réagit par rapport à la solution sucrée. Les résultats donneront des indications sur l'insulinosécrétion, c'est-à-dire la sécrétion de l'insuline par le pancréas, notamment après un repas sucré. À titre indicatif, à jeûne, l'insulinémie, c'est-à-dire le dosage de l'insuline dans le sang, est normalement inférieur à 25 micro-unités par litre. La valeur normale, c'est 2 à 25, c'est-à-dire la sécrétion de base, 2 à 25 micro-unités par litre. Ça ne doit pas dépasser les 25. Et 30
30 minutes après l'administration du glucose, elle doit être en fait augmentée. C'est obligé pour faire baisser la glycémie élevée. Donc, elle doit être comprise entre 30 jusqu'à 230 micro-unités par litre. Mais pourquoi faire une analyse de l'insuline? Quel intérêt derrière le dosage de l'insuline? Le dosage de l'insuline dans le sang n'est pas utilisé pour le diagnostic, ou même n'est pas utilisé pour le suivi du diabète. Le suivi du diabète repose sur l'analyse de la glycémie et sur l'hémoglobine glyquée. L'insuline, puisque c'est l'hormone responsable des perturbations physiopathologiques, donc on recherche à savoir l'intégrité de la sécrétion pancréatique, c'est-à-dire pour connaître la capacité du pancréas à sécréter l'insuline, surtout chez les patients qui présentent le diabète type 1. Le diabète type 1, c'est une maladie qui se caractérise par un épuisement de la sécrétion pancréatique d'une façon totale, insulinopénie totale. Par contre, au diabète de type 2, quand même, qui garde une petite sécrétion, même à stade évolué de la maladie, il garde une sécrétion de l'insuline. On parle de l'insuliноsécrétion résiduelle. Donc, ça va nous aider à faire la part des choses entre un diabète type 1 et un diabète de type 2. Même le dosage de l'insuline, cette analyse peut être effectuée en cas des hypoglycémies répétées pour savoir pourquoi le patient il est en train de faire des épisodes d'hypoglycémie répétée. Parce que quand même, elle permet de déceler un insulinome. Insulinome, c'est une tumeur pancréatique endocrine qui est rare, mais c'est une tumeur sécrétrice d'hormones. Elle va sécréter davantage de l'insuline, donc l'augmentation de taux de l'insuline par rapport à la normale va donner une exagération des effets de l'insuline, donc des hypoglycémies répétées. Donc, par le dosage de l'insuline, on peut poser le diagnostic positif de l'insulinome. Parce qu'en cas de l'insulinome, cette sécrétion de l'insuline sera anormalement élevée d'une façon continue, ce qui entraîne les hypoglycémies à répétition. Souvent, on prescrit un bilan pancréatique, c'est-à-dire c'est l'analyse de toutes les hormones pancréatiques dont l'insuline, la peptide C, les prosinsulines, le glucagon font partie. Pour la peptide C, bien sûr, la peptide C, elle est sécrétée en quantité équimolaire avec l'insuline. Donc, on peut tenter à la doser pour savoir toujours l'intégrité de la sécrétion pancréatique, surtout chez les patients diabétiques sous insulinothérapie, dont l'insuline exogène administrée pendant leur thérapie peut influencer sur le dosage de l'insuline endogène. Au total, pour conclure, on va dire que le métabolisme du glucose, ça reste l'ensemble des processus biochimiques responsables de la formation, la dégradation et l'interconversion du glucose dans l'organisme humain. Ce métabolisme a pour objectif de former de l'énergie, sous forme des molécules d'ATP nécessaires pour le bon fonctionnement de notre organisme. La principale source du glucose reste l'alimentation qui va augmenter la glycémie en postprandial, responsable de la sécrétion de l'insuline, l'hormone hypoglycémiante sécrétée par le pancréas, pour tenter à faire baisser la glycémie élevée et assurer l'homéostasie glycémique. Donc, toute altération du trouble de la chaîne métabolique va entraîner un déséquilibre fonctionnel se manifestant par une pathologie métabolique, dont le diagnostic reste avant tout biologique et biochimique. Et on parle alors de l'exploration biochimique de métabolisme du glucose, réalisée essentiellement par la demande de bilan glucidique. Le principe des méthodes de mesure de métabolisme glycémique, c'est de régler le problème du couple glucose-insuline. Les paramètres biochimiques utilisés dans l'exploration biochimique du glucose et de la glycémie, formant ce qu'on appelle le bilan glucidique, sont la glycémie à jeûne, qui consiste à doser le glucose après un jeûne strict de 8 heures sur un prélèvement veineux du sang total. L'hyperglycémie provoquée par voie orale, c'est une exploration dynamique de la tolérance du glucose après la prise orale d'une dose du glucose en remarquant et en suivant
la réaction de la glycémie du corps humain suite à cette prise orale. L'hyperglycémie provoquée par voie intraveineuse, c'est le même principe avec l'hyperglycémie provoquée par voie orale, juste en éliminant la traversée digestive, surtout chez les patients présentant une malabsorption. Sinon, on peut tenter à doser de l'insuline, de la peptide C, pour avoir une idée concernant l'insulinosécrétion et l'intégrité des cellules de pancréas. La glycosurée et la cétonurée vont tenter à rechercher la présence du glucose et des corps cétoniques respectivement dans les urines, en faisant ça à travers les bandelettes réactives. Sinon, comme élément de surveillance, l'HbA1c et le fructosamine, qui sont des marqueurs rétrospectifs pour donner une idée sur l'équilibre glycémique antérieur chez notre patient.